Et salut ma chérie, salut ma mimine, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, beaucoup de travail d'écriture. Aujourd'hui, on a une actualité qui est friande actuellement, friande, je sais plus comment on dit. Je pense que tu as une petite puce à l'oreille de quoi je vais te parler quand je te parle d'actualité. Oui, je Mais me doute. avec une manière totalement différente d'il y a 6 ans en arrière. Voilà. Ouais. En attendant, je te laisse ton temps de prière. Je t'en prie ma chérie. Vas-y. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion, pour le live de ce soir. Mardi euh, 12, 12 mai, voilà. Je ne me trompe pas dans C'est la ça. date, mardi 12 mai. Et ben, je te remets ce live sous ton entière conduite, Seigneur. Viens nous parler, viens nous apporter des éclaircissements sur ta parole, viens nous apporter de bons enseignements également au travers de ce que mon chéri a partagé aujourd'hui, puisque c'est lui qui nous partage un enseignement, ou tout du moins qui intervient en majorité dans ce live. Je te remercie déjà pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur. Je te remets celle de demain. Je te remets également toutes les prochaines journées de la semaine, qu'elles soient toutes sous ta gouverne. Protège-nous de tout incident. Couvre-nous par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous, mon chéri, moi-même, les personnes de notre famille, tous ces êtres qui nous sont chers, ainsi que toutes les personnes qui se connecteront par la suite, qui prendront part au live, qui l'écouteront. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, de ta présence et de ton écoute. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu nous permets ce soir, à Mimine et à moi-même. Donc voilà. Je ferai une prière, Seigneur, pour que tu continues, Saint-Esprit, ton travail que tu fais en nous. Euh, je place ton amour, je place ta bienveillance, je place ta sagesse au milieu de ces échanges, d'autant plus que je vais aborder dans un premier temps un sujet d'actualité bien particulier. Donc ouais, ma Mimine, je te demanderai de la sagesse dans les propos, tout en sachant que tout ça va être diffusé, réécouté. Voilà. Donc quand il y a des sujets qui sont délicats, voilà. Vraiment que ta sagesse soit là, Saint-Esprit. Je place nos couples, nos familles entre tes mains dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen et Amen. Ma prière était plutôt courte, c'est pas grave. J'en ferai une dernière tout à l'heure. Ma chérie, si je te posais la question, non allez, je te laisse les rênes de la première partie de live. Tu connais la chronologie, ma chérie. Est-ce que tu as un partage à nous apporter pour cette semaine qui vient de s'écouler? Alors, je te laisserai apporter le tien en premier parce que mon coup de gueule, tu connais cette rubrique coup de gueule. C'est pour ça que je te disais que je vais te l'apporter de manière complètement différente de il y a 6 ans en arrière. En gros, ma révélation sera plutôt une rubrique coup de gueule, comme j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, parce que Réveil chrétien en Auvergne, réveiller les masses, le peuple, alerter, etc. Est également une mission qui est confiée à Réveil chrétien en Auvergne et notamment à Tombiquet de manière plus précise, comme tu le surnommerais. Donc, ma chérie, je vais te retourner la question. Est-ce que tu as eu une discussion, une rencontre, un échange, une lecture, peut-être pendant mes 3 jours d'absence ou tout au long de cette semaine, qui t'a particulièrement parlé? Je t'en prie. Deux petites choses. Déjà, je voudrais faire la promotion de la série de Chosen que je regarde et en fait, dire simplement que c'est une série qui est vraiment très, très bien faite parce que, je trouve, moi personnellement me concernant, c'est le retour que j'en ai, que je veux partager, on met des images sur, la lecture que l'on fait de la Bible, et ça devient alors la parole est vivante, mais ça devient encore plus vivante. On arrive vraiment super bien à rentrer dans l'ambiance, dans l'atmosphère, entre guillemets, «dans le décor», de l'époque
de façon historique, de façon géographique. Heu, il y a il y a un fil conducteur qui est en fait, une histoire et on retrouve dans cette histoire, chaque mot, chaque verset, chaque chose que Jésus a faite, ainsi que les, réactions des personnes qu'il a rencontrées, des personnes qui l'accompagnaient. C'est vraiment très, très bien fait et parallèlement à la lecture de la Bible, je trouve que c'est une très bonne façon de se remémorer en fait, enfin la partie Bible, mais vraiment la partie, histoire de Jésus. Pas depuis sa naissance, parce que ça commence pas de là, mais on va dire à son arrivée, son baptême par Jean-Baptiste et puis, là la saison 6 est sortie. C'est la dernière je crois, peut-être, où bah, ça parle de Pâques, de la crucifixion, de la résurrection. Voilà, donc j'ai hâte d'y être à cette, saison 6 parce que, heu, en fait, c'est tellement captivant, c'est tellement passionnant, on rentre tellement, hem, on ouais, je dirais qu'on est imprégné de la parole et la parole nous imprègne, à tel point qu'en fait, les épisodes, j'avance pas parce que, à chaque fois je remets. Je regarde un épisode et puis allez je le remets et je le remets encore. Donc pour toutes les personnes finalement qui ont des problèmes, parce qu'on dit souvent la Bible, c'est vrai que c'est un condensé aussi de versets, c'est pas évident de se souvenir de tous les versets et tout ça et bah, c'est une très bonne façon. Donc ouais, vraiment, de regarder cette série parce qu'elle est vraiment super, super, super bien faite et on se rend compte en fait, au travers d'elle, que l'histoire de Jésus finalement, elle est intemporelle et elle est tout à fait contemporaine également. Voilà, elle peut très, très bien, s'ancrer dans notre présent à nous. Voilà, donc très bien, très, très bien. Là et la deuxième chose que, je voulais Alors, dire, je bah, c'est t'appelle. Alors, je me permets, ma Mimine, de te faire une courte parenthèse sur la première chose que tu as apportée, parce que ça, ce sera en lien comme ça. Euh, la question que j'aimerais te poser, tu trouves, toi qui connais de plus en plus la parole, parce qu'on la travaille particulièrement tous les deux, tu trouves donc que The Chosen a quand même une certaine précision par rapport à la parole? extrêmement précis, oui. Ok, Ah ouais. ok, super, super. Il y a un petit bémol, moi, par contre, que je mettrais. Tu disais tout à l'heure, c'est très bien. Et d'ailleurs, il faudra qu'on s'installe ces moments, ma chérie, parce que ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on doit se le regarder avec à deux, avec un pot de popcorn. Peut-être que voilà, ce sera des moments que justement on partagera rien que tous les deux, ma chérie. Euh, qu'on s'installe ces moments-là, justement, parce que moi, c'est pareil, j'aimerais bien voir cette version film. Je connais pas du tout. Contrairement à toi, moi, je connais pas du tout. Par contre, il y a une petite chose que j'aimerais quand même réinsister. Tu disais tout à l'heure, pour ceux qui ont du mal à lire la Bible, je suis d'accord avec toi. Mais en tant que complément. Pourquoi je vais reciter ce verset biblique? L'homme, H majuscule, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est un très bon complément. Par contre, The Chosen ne remplacera jamais la lecture et la méditation de la parole. Ça, c'est clair. Mais ça peut être effectivement un très bon complément. Un très bon complément. Il vaut mieux regarder une série comme The Chosen que regarder une série du Monde qui n'a pas de sens. Voilà. Avec ce qu'on vit au niveau de l'actualité, certainement qu'ils vont ressortir des séries comme je l'ai vu à la sortie du Covid, avec des masques à oxygène de partout, avec des séries catastrophes et compagnie. Non, allez voir The Chosen, c'est beaucoup plus lumineux. Je pense que ma chérie, tu le confirmeras. Oui, c'est extrêmement lumineux et c'est ce que je disais. J'ai pas dit pour ceux qui ont du mal à lire la Bible, mais ceux qui ont du mal à se souvenir des versets, parce que c'est vrai que ça permet en fait d'assimiler beaucoup plus facilement, heu, mais vraiment mais vraiment en complément tout à fait parce que en fait, c'est que l'histoire de Jésus, hein. Donc on n'a pas la Genèse, on n'a pas l'Apocalypse, on n'a pas tout ça. Heu, après quand, je sais pas s'ils vont sortir enfin, d'autres, comment qu'on dit? D'autres saisons, après la résurrection. Est-ce qu'ils feront, l'acte des apôtres? Est-ce que ça, j'en sais rien du tout. Ça serait peut-être intéressant d'ailleurs qu'ils le fassent aussi dans cette continuité-là. Mais en fait, c'est,
de Chosen se restreint vraiment que à l'histoire de Jésus. Donc c'est certes, ça fait que à côté de ça, il faut lire la Bible parce que la Bible, c'est pas que l'histoire de Jésus. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Voilà. Mais c'est un complément, voilà. Ça permet, moi je trouve que ce qui permet, en fait, c'est vraiment de comprendre, hem, également de façon, historique, de façon géopolitique, le contexte, dans lequel en fait il a évolué. Plutôt que d'imaginer et avoir des fois des fausses pensées, des fausses idées sur cette période-là. Ces périodes qu'on connaît peut-être pas non plus forcément parce que c'est pas notre géographie quoi. Voilà, le Moyen-Orient, c'est pas l'Occident. Mais en fait, ça permet vraiment de se plonger complètement, dans son époque et de certainement mieux comprendre finalement, pourquoi les gens, vivaient comme ça, réagissaient comme ça. Heu, voilà, il y a en fait, ça englobe beaucoup d'informations, heu, qu'on n'a pas forcément, dans notre culture. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, voilà. C'est mettre finalement, concrétiser les images que l'on a et vraiment très bien fait parce que enfin, c'est c'est très lumineux, c'est très joyeux, c'est vraiment très, très bien fait. Ouais, voilà Amen. Et donc, et et donc la deuxième chose, c'était, bah, je suis revenue avec des plantes tout à l'heure à la maison. Ben, Dieu fait très bien les choses parce que c'est deux petits exemples, mais il y en a plein d'autres. Samedi dernier, je voulais aller, récupérer des pots, pas trop chers pour le jardin. J'ai été à la ressourcerie, jeudi soir. Je me suis dit: «Bon là-bas, je vais en trouver des pots». J'ai pas de pots, j'ai pas trouvé de pots. Mais ça faisait depuis un petit moment que je cherchais des rideaux de la bonne dimension qu'on a. 3, il m'en fallait 3. Je fais le tour du magasin, je tombe sur le rayon rideau, 3 pile poil la bonne dimension. Alors que j'y vais quasiment jamais dans ce magasin-là. Voilà, donc merci Seigneur parce que tu as posé les yeux sur les rideaux et tu as fait que j'y passe. Et en ce moment, comme je suis en pleine saison jardinage intérieur, puisque l'extérieur, on va attendre que le temps soit meilleur, commencer à prendre des petites plantes et tout. et que la Et poule soit pondue, et j'ai la petite dame chez qui je vais, bah, le mardi soir, qui me dit: «Ouais, j'ai plein de plantes grasses et tout, ça en fait trop. Je vais vous en donner, vous prenez tout ce que vous voulez en petites plantes grasses, avec des pots». Eh ben, merci Seigneur, parce que des petites plantes grasses, je voulais en acheter. Voilà. Et ben, j'en ai eu. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil, et le remerciement à notre Seigneur qui est bon, qui nous donne ce qu'on a besoin en temps et en heure, quand il le faut, et gracieusement. tu sais que c'est biblique, ça. Tu sais C'est qu'il y a un bien, verset. Dieu connaît les choses dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez, en fait. voilà, C'est quoi cette chose? c'est bien pour ça que je fais ce témoignage-là, parce que la parole, une fois de plus, est réalité. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, pour ce soir, Ok. c'est bon. Ok. Est-ce que tu as entendu parler de ce fameux antivirus? Alors, j'ai lu et j'ai refermé. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, ça m'a bien gonflé il y a quelques années en arrière et là, ça j'ai pas envie que ça me regonfle autant donc je sais mais voilà. Ok. Ok, ok. Je vais t'apporter la première partie, parce qu'en ce qui me concerne, la réaction n'a pas été tout à fait la même. Par contre, je me suis fait berner une fois. Ça m'a servi de leçon, mais véritablement. Je peux juste te dire une chose, vite fait Bien avant que sûr. tu commences? Il y avait un article sur, oui, si.
Agnès qui parlait. Alors, je ne l'ai pas écouté, hein, j'en ai rien à secouer, je ne l'ai pas écouté. Voilà. Mais tout simplement, elle parlait, lui posait la question. On se souvient, Agnès était la fameuse ministre de la Santé à l'époque du Covid. Voilà. Et dans ses propos, bah, elle l'a pas reconnu, mais elle a parlé que de 1% de létalité, alors qu'à l'époque, oulala, 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 elle en parlait pas du tout. Tout ça, elle disait, oulala, c'est très mortel. Et aujourd'hui, elle a dit, ouais, on sait que le Covid, c'est qu'1% de létalité. Donc, toute chose se sait un jour, n'est-ce pas? De sa propre bouche en plus. Et, Intéressant. et donc, j'ai pas écouté, enfin, ça, c'était en titre, voilà. Et moi, j'ai regardé quelques commentaires qui étaient en dessous des personnes, voir comment elles réagissaient. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la réaction des gens quand je ne vais pas dire épisode 2, mais par rapport à l'historique qu'on a vécu. Et j'ai regardé, il devait y avoir une centaine de commentaires. J'ai survolé, hein, j'ai survolé. Mais tous les commentaires disaient, on va demander à de vrais spécialistes. Ça y est, ils nous la refont. Ouh là là, attention, prenez bien tous vos masques, mais sous le ton humoristique. Allez, la nouvelle arnaque. Ah bah tiens, c'est pour nous faire oublier la guerre dans le Golfe, l'augmentation du litre d'essence pour nous la mettre bien à l'envers une nouvelle fois. Donc en fait, là, on se rend compte à nouveau que les gens ont une mémoire. Et comme ce que tu viens de dire, la première fois, tu t'es laissé berner. Je pense que là, bon nombre ne se laisseront plus berner, tel que ça a été le cas il y a 6 ans en arrière. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant, la réaction des gens. Et je suis curieuse de voir comment les choses vont tourner justement. Malheureusement, c'est là où moi je serais un petit peu plus pessimiste que toi. On voit un retour des masques. D'ailleurs, en 6 ans, il y avait quelques récalcitrants qui, quand même, 6 ans qui s'écoulent, continuent de porter des masques. Il y en aura toujours après. C'est triste à voir, vraiment. Vraiment, moi, ça m'atteint. Parce que je me dis, ces gens sont atteints, mais à une profondeur, quand on parle de bleu de l'âme. Et c'est pas eux les responsables. Eux, ils sont victimes, en fait. C'est-à-dire qu'en 6 ans, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé, en fait. Et ils ont toujours peur. Malgré 6 ans qui viennent de s'écouler, quoi. J'ai une sainte colère envers les responsables. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vais donc aborder la première partie. Je vais prendre garde de te laisser des parenthèses. Je suis parti de différents articles, en fait. Et puis, comme j'aime dire, il faut savoir lire entre les lignes et faire les liens, en fait, entre les différentes informations. Donc, ce soir, j'avais prévu de vous parler d'une addiction destructrice, la pornographie. Donc, j'étais parti sur ce sujet-là. La semaine dernière, je t'ai dit, je vais en parler. Parce que ça nous concerne absolument tous et ça concerne nos jeunes au jour d'aujourd'hui, qui ont un accès libre aux réseaux sociaux et tout ce qu'on veut. On verra ce qu'on pourra aborder concernant ce sujet. Et on continuera sur un prochain live si nécessaire. Avant cela, au vu de l'actualité plutôt mouvementée d'ici-bas, effrayante au vu de l'élite malveillante qui gouverne ce monde actuellement, mais en même temps passionnante, quand nous expérimentons que Dieu est l'ultime souverain sur toute situation. J'ai fait le choix dans un premier temps de vous parler de cette énième pandémie ou plandémie qui semble débarquer ou être installée sur le sol français, l'antavirus. Alors c'est bien parce que ça m'a permis de... Alors je savais plus ou moins, moi j'ai eu des rats. On a eu des rats et des souris avec mon associé, ma chérie. Donc à l'époque, je savais déjà ce qu'était un antavirus. Donc, grâce à Toxin Média, ma chérie, si tu veux de l'information alternative, par contre, je t'encourage vraiment à aller voir Toxin Média. Ils sont extra. Vraiment, j'adore. Ça fait un petit peu, ça va à contrepoint un petit peu de tous ces merdias mainstream. Vous m'excuserez, il n'y a pas d'autre terme. Grâce à Toxin Média, que je salue pour son travail, j'aborderai également certaines vérités mises à la lumière concernant l'injection Pfizer contre la Covid-19. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, parce que quand on aborde certains sujets, il faut être extrêmement précis et mettre ces liens, justement.
Je vous demanderai, mesdames et messieurs qui entendront ce live par la suite, de partager au maximum, s'il vous plaît. Après avoir été des années sous antidépresseurs depuis la crise Covid-19 et le mal que m'ont fait les médias merdias mainstream, mettre sous les projecteurs la corruption de certaines industries pharmaceutiques est également l'un de mes combats. Je ne pouvais donc pas faire l'impasse ce soir. On voit que la corruption et l'inefficacité de certaines, parce qu'attention, je veux mettre en garde, tout n'est pas acheté. Il y a une très bonne médecine éthique, il y a une médecine financière malveillante. Les deux existent. Mais je répète, il y a une médecine éthique bienveillante également. Ça existe. Donc tout n'est pas acheté. Par contre, notre santé se fait pas coup de billet. Donc, décidément, ce monde n'est pas le mien. Et contrairement à Jésus, je dirais plutôt Père, que ta justice soit faite, car ils savent très bien ce qu'ils font. Jésus revient bientôt. Il est donc plus que temps d'éteindre la télévision. Très bon réflexe, ma chérie. Véritable organe de propagande et de garder les yeux rivés sur l'évangile, parole de Dieu et vérité. On a fait un live, on a fait un message, ma chérie, sur ça y est, j'ai perdu le nom, cette fameuse maladie qui atteignait le bétail ces dernières semaines. Donc, tu vois, un coup, c'est les êtres humains qu'on veut vacciner à tout va, un coup, c'est le bétail, à nouveau, c'est les êtres humains qu'on veut vacciner à tout va. Apparemment, dans ce monde, le vaccin devient une religion. Chacun fera en son âme et conscience ce qu'il voudra de ces informations apportées. Je ne suis certainement pas là pour jouer le jeu de la division, comme le désirent tellement les élites mondialistes sataniques, divisées pour mieux régner. Je souhaite simplement qu'on fasse preuve de discernement face à cet organe de propagande. Tu vois, ma chérie, qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus avant-gardiste sur le discernement qu'il y a 6 ans en arrière. Gloire à Dieu. C'est qu'il y a du chemin qui a été fait. Je souhaite simplement qu'on fasse preuve de discernement face à cet organe de propagande que sont ces chaînes d'information mainstream, vendant de la peur en boucle, et qu'on fasse un peu le tri de toutes ces informations qu'elles nous vomissent. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Donc, rappel des faits concernant l'antivirus, article de Sud Radio du 11 mai 2026. Après plusieurs jours d'attente, le MV Ondius, le paquebot de croisière touché par un foyer d'antivirus, a accosté dans le port de Granadilla, à Tenerife, île espagnole faisant partie de l'archipel des Canaries, situé dans l'océan Atlantique. Ça me permet de grandir en connaissance. Je ne suis pas toujours bon en géographie. Parmi les 5 Français rapatriés en avion, une femme a été testée positive. Alors, encore une fois, quand on sait qu'il y a 6 ans, il y avait des vrais positifs et des faux positifs, des vrais négatifs et des faux négatifs, discernement encore une fois. Donc, parmi les 5 Français rapatriés et qu'on trouvait visiblement du coronavirus sur des ananas, discernement. Parmi les 5 Français rapatriés en avion, une femme a été testée positive à l'antivirus ce matin. Tous ont donc été placés en quarantaine à l'hôpital Bichat. Et 22 cas contacts sont invités à rester isolés chez eux. Donc Stéphanie R, 3 petits points, la ministre de la Santé explique prendre des mesures très strictes, je répète, très strictes, les plus strictes de la zone européenne. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est-elle très claire? Le risque d'une épidémie est faible pour le moment. J'aime bien le pour le moment. On va voir, comme tu disais, ma chérie, comment va évoluer tout ça. L'objectif des autorités est d'éviter une nouvelle pandémie, à l'instar du Covid-19, ou d'éviter une certaine pandémie qui est les gilets jaunes peut-être aussi. Je me pose la question. Mais quels sont les symptômes? Faut-il s'inquiéter? Daniel S, 3 petits points, médecin généraliste, a répondu au micro de Sud Radio. S'il ne faut pas céder à la panique avec un virus dont le taux de mortalité se situe entre 30 et 50%, une fois déclaré, il s'agit d'être prudent. Je n'appuierai pas me concernant, je n'appuierai pas les 30-50%. Encore une fois, c'est voilà, que chacun fasse ses propres recherches. Voilà, je me pose la question en tout cas me concernant sur ces 30 et 50%. Ma chérie, tu as rappelé ce soir qu'une personne aurait dit que finalement le coronavirus était 1%.
Gloire à Dieu. Selon Daniel S., c'est tout à fait légitime de prendre des précautions. C'est un cousin éloigné du Covid. Tiens donc, du SRAS, de la rougeole, de la grippe. Donc, ce sont des virus qui peuvent avoir une transmission interhumaine. Pour l'instant, encore une fois, entre guillemets, pour l'instant, les cas de transmission d'homme à homme sont relativement rares et nécessitent un contact extrêmement étroit. Mais il semble tout à fait légitime de ne pas s'inquiéter outre mesure, tout en prenant des précautions. Alors, ce que m'a révélé l'esprit, j'étais en train de l'écrire ça dans le bus hier, ma chérie, en remontant du côté de Lyon. En fait, quand on veut déstabiliser une personne, ce qu'on appelle de la manipulation de conscience, quand on veut déstabiliser une personne, on lui apporte d'abord une information et tout de suite derrière tout le contraire. Et ce que j'avais remarqué me concernant sur les médias mainstream que je lisais énormément à l'époque du Covid-19 parce que par contre je flippais à cette époque. J'avais vraiment peur. Donc j'étais devenu un boulimique de ces articles en fait, de ces informations en fait, des médias mainstream. Et en fait, j'avais constaté à un moment et je te conduirais à faire à avoir cette observation, ma chérie, quand je prenais un article, en haut de l'article, il y avait une information, et tout en bas de l'article, mais sur le même article, il y avait tout le contraire. C'est ce qu'on appelle justement de la manipulation de conscience, en fait. La personne n'y comprend plus rien, donc elle est déstabilisée. Je crois qu'on appelle ça, il faudrait que je confirme, un biais de conscience. De plus, selon d'autres experts, le virus ne serait transmissible que lorsqu'une personne présente des symptômes. À l'inverse on ressort en fait tu te rappelles ma chérie à l'époque du Covid, les asymptomatiques. Visiblement, ils ressortent cette carte. À l'inverse du Covid, qui pouvait être transmis alors même qu'une personne asymptomatique l'avait contracté. Alors encore une fois, toutes les personnes qui entendront ces informations par la suite, je ne suis pas médecin. Faites vos recherches vous-même. J'écoutais, tu sais, Olive, ma chérie. Je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux. Je l'écoutais hier dans le métro. Il disait, mais par contre, faites attention parce qu'on ne sait pas jusqu'où ces élites peuvent aller. Est-ce que ce virus est réel ou pas? On ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non plus que la chose n'existe pas. On ne sait pas. On va voir l'évolution parce qu'on ne sait pas jusqu'où ces personnes peuvent aller. On ne sait pas. Voilà. Donc, restons prudents malgré tout. Cela dit, ne sombrons pas dans la psychose. Alors, comment se transmet l'antavirus? Habituellement, c'est par les déjections des rongeurs que ça se transmet. C'est surtout une maladie qui touche les gens amenés professionnellement à fréquenter ce type d'animaux, explique le médecin. La transmission interhumaine est exceptionnelle parce que ça demande un contact étroit, respiratoire. Il faut toujours être humble et modeste, mais ce n'est pas du tout la même contagiosité que la grippe ou le Covid. Concernant la durée de la quarantaine, entre parenthèses 42 jours, pourquoi est-elle aussi longue? Parce que l'incubation de ce virus peut aller jusqu'à 6 semaines. Encore une fois, vérifiez toutes ces informations. Évidemment, on vise toujours un peu large quand on parle de quarantaine. On a vu que pour la période du Covid-19, ils avaient vu extrêmement large, puisque 1 mois et demi, je crois, l'un des confinements. 42 jours, finalement. Ouais, d'accord. Je fais le lien. Première question qu'on peut se poser. Dans quel but l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a mené un exercice appelé Polaris 2? Cet exercice a eu lieu le 22 et 23 avril 2026. Je vous lis leur propre article publié sur Internet le 27 avril 2026. Donc, ma chérie, si tu n'étais pas au fait, le 22 et 23 avril, l'OMS qui gouvernait tout ça, en fait, ils ont fait un exercice au cas où une nouvelle pandémie arriverait. Il y a 15 jours, 3 semaines de ça. Alors là, je vais réagir. Personnellement, d'après ce que j'ai entendu, parce que quand j'ai appris qu'il y avait l'antavirus, en fait, au départ, ils ont parlé du bateau de croisière là qui était coincé. Et ce bateau de croisière a été coincé justement depuis à peu près cette période-là, avril, dans
dans l'océan Atlantique, je crois, voilà. Et donc, il est fort à penser, d'après moi, que en fait, l'OMS savait très bien qu'il y avait, ce virus qui était à bord de ce bateau de croisière et qu'ils ont, parce que tu me dis les exercices qu'ils ont fait le 22 et le 23 avril, certainement des exercices plutôt d'anticipation. Comment on va réagir? Parce qu'à un moment donné, le bateau, ils peuvent pas le laisser, ad vitam aeternam, sur l'eau. Il y a des médecins, qui venaient, qui faisaient des allers-retours sur ce paquebot, pour venir soigner. Il y a du personnel soignant qui partait, il y a du personnel soignant qui revenait. Ils faisaient une rotation parce qu'il y avait qu'un seul médecin à bord pour, 160-180, passagers. Donc je pense que cet exercice-là, c'était pas un exercice sans savoir, en se disant: «Ouais, tiens, un jour, il y a un virus, tiens, on fait ça, on voit comment que ça marche». Mais c'était plus dans le sens où, on sait qu'il y a ça sur le bateau. Les gens, à un moment donné, il va falloir les débarquer. Donc on va voir, dans quelle mesure, enfin, quelles mesures, on peut prendre et comment, coordonner tout ça? Ok, merci pour ce complément d'information. Je suis donc allé sur le site internet de l'OMS, sur lequel j'ai trouvé un article. Je te le lis, je vous le lis. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a mené à bien l'exercice Polaris 2, un exercice de simulation de haut niveau sur 2 jours, qui mettait en scène une épidémie due à une nouvelle bactérie fictive se propageant à travers le monde. Réunissant 26 pays et territoires, 600 expertes et experts en matière d'urgence sanitaire et plus de 25 partenaires. Cet exercice qui s'est déroulé les 22 et 23 avril a permis aux pays de tester leur niveau de préparation face à des pandémies et d'autres situations d'urgence sanitaire de grande ampleur, notamment d'activer leurs structures regroupant des personnels d'intervention d'urgence, leur flux d'informations et la coordination interétatique, ainsi que leur coordination avec des partenaires et l'OMS. S'appuyant sur la réussite de l'exercice Polaris 1, organisé en avril 2025, qui portait sur un virus fictif, chaque pays participant a activé sa structure nationale de coordination en cas d'urgence et s'est employé dans des conditions réelles à partager l'information, à harmoniser les politiques et à mobiliser ses effectifs. L'exercice Polaris 2 a révélé tout ce que nous pouvions accomplir en unissant nos efforts. Cet exercice a démontré que la coopération mondiale n'était pas une option parmi d'autres, mais bien un impératif, a déclaré le docteur, directeur général de l'OMS. C'est là l'objectif du corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence, assurer la coordination entre les personnels d'intervention d'urgence, instaurer la confiance, renforcer les liens et travailler de concert au-delà des frontières. L'exercice de simulation a permis de mettre en œuvre 2 cadres clés de l'OMS, à savoir le cadre pour le corps mondial d'action d'urgence sanitaire et le cadre national d'alerte et de riposte en cas d'urgence sanitaire, et d'étudier la possibilité de mettre des outils basés sur l'IA au service de l'organisation et de la planification des effectifs. Le cadre pour le corps mondial d'action d'urgence sanitaire publié en juin 2025 fournit des orientations sur la façon dont les pays peuvent renforcer leur personnel de santé pour faire face aux situations d'urgence en s'appuyant sur les principes de souveraineté, d'équité et de solidarité. Ils visent à améliorer la collaboration entre les pays en favorisant l'échange d'informations et le déploiement de personnel d'intervention d'urgence au niveau régional et mondial en cas de besoin. Le cadre national d'alerte et de riposte en cas d'urgence sanitaire publié en octobre 2025 décrit les fonctions, les systèmes de coordination et les actions clés nécessaires pour assurer une riposte efficace au niveau local, infranational et national. En simulant la propagation d'un pathogène dangereux dans des conditions réelles, l'exercice Polaris 2 nous a aidé à transposer les plans existants en mesures concrètes. Il ne suffit pas d'avoir des plans sur le papier. Ce qui compte, c'est leur efficacité dans la pratique, a déclaré, directeur du département des urgences de santé publique au ministère brésilien de la Santé.
L'exercice a également été l'occasion de s'entraîner à fournir de manière coordonnée une expertise technique et des personnels de renfort au pays grâce à la participation de plus de 25 organismes et organisations de santé régionaux et mondiaux, notamment les centres africains de prévention et de contrôle des maladies, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Médecins sans frontières, Robert Koch Institute, Yucca Med, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et des réseaux d'intervention en cas d'urgence tels que le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie. L'initiative relative aux équipes médicales d'urgence, les partenaires de réserve et l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique. L'exercice Polaris 2 nous a montré à quel résultat des pays prêts à disposer à travailler ensemble pouvaient parvenir à affirmer le docteur Trois Petits Points, directeur exécutif chargé du programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire. On retrouve là l'esprit du Corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence qui se compose de personnel d'intervention en cas d'urgence bien organisé, formé, coordonné et connecté, prêt à intervenir où et quand cela est nécessaire. La deuxième édition de l'exercice a vu un plus grand nombre de pays participer et collaborer par le biais de nouveaux réseaux tels que le réseau des responsables chargés des situations d'urgence sanitaire pour l'Afrique et la Méditerranée orientale, qui a été instauré récemment. L'exercice Polaris 2 s'inscrit dans le cadre d'Horizon X, le programme d'exercice de simulation pluriannuel et tourné vers l'avenir de l'OMS. Ce programme joue un rôle essentiel en ce qu'il permet de traduire sur le plan opérationnel et mettre à l'essai les cadres d'urgence dans des conditions réelles, afin que la préparation collective ne constitue pas un effort ponctuel, mais bien un investissement continu dans la sécurité sanitaire mondiale. Les pays et territoires participants couvrant l'ensemble des régions de l'OMS comprenaient le Bangladesh, le Brésil, le Brunei, Darussalam, la Colombie, l'Égypte, El Salvador, la France, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, l'Indonésie, la Jordanie, le Kenya, la Libye, la Malaisie, le Népal, Oman, le Paraguay, les Philippines, le Qatar, la République du Congo, le Rwanda, le Suriname, la Thaïlande et le Yémen. Consacré au bien-être de toutes et tous et guidé par la science, l'Organisation mondiale de la santé est le chef de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux, visant à donner à toutes les personnes, où qu'elles se trouvent, une chance égale de mener une vie sûre et en bonne santé. Elle est l'entité du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale face aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Sa mission est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Unissons-nous pour la santé, soutenons la science. Je parlerai de scientisme en ce qui me concerne. C'est une religion également. Le thème de la Journée mondiale de la santé 2026 marque le coup d'envoi d'une campagne d'1 an visant à mettre en avant la science comme fondement de la protection de la santé ou du bien-être partout dans le monde. Encore une fois, il y a une bonne science, mais il y a également une mauvaise science. Une science pour guérir, oui. Une science pour faire de l'argent, non. Autre question qu'on peut se poser. L'antivirus qu'on nous présente à présent peut-il avoir un rapport avec ce fameux exercice Polaris 2 orchestré par l'OMS? Ma chérie, avant que je continue, est-ce que tu as quelques mots par rapport à ce que tu as entendu ici? Ben, je vais attendre surtout la suite. Après, je dirais que l'OMS, comme toute organisation qui doit pouvoir agir en temps et en heure comme il se doit. Je pense que ça, mon chéri, tu vas le comprendre du fait de ton expérience en tant que pompier, du fait de ton expérience au GIPS. C'est tout à fait normal qu'il y ait des exercices, des entraînements, parce que le jour où vraiment il y en a besoin, il y a quand même toute une coordination, il y a tout un entraînement à avoir et il faut pouvoir être
opérationnel. On ne peut pas être opérationnel si on ne s'exerce pas. Donc quelque part qu'il y ait eu des exercices, moi de mon côté personnellement, je dis pas que c'est: «Ah bizarre, c'est le fruit du hasard parce que, ça y est, ça veut dire qu'ils savaient qu'il y avait ça, on fait des exercices parce qu'on va balancer un virus» et cetera et cetera. Je pense que ça fait partie en fait du travail au quotidien, de tous ces hommes et ces femmes et d'ailleurs, on peut leur tirer, notre chapeau parce que, ils vont quand même aussi sur des terrains, de danger, des terrains pas évidents et ils ont besoin de s'exercer. Ça, c'est, Pas voilà, ceux qui sont, c'est pas très ceux bien. qui sont à la tête de tout ça, je te rassure. Bien sûr que non, mais en attendant, ceux qui sont au bout de la chaîne, je pense qu'ils ont sauvé des vies aussi et Oui, ils ont sauvé des vies parce qu'il y a eu des exercices, des entraînements, parce qu'ils sont formés et que ça, il le faut. tu devrais actuellement faire un tour au niveau des SDIS, services départementaux d'incendie de secours, et leur poser la question, en fait, de comment sont actuellement gouvernés les services de secours. Je pense que tu devrais leur poser la question, ma chérie. Parce qu'un pompier, justement, c'est un exécutant. Malheureusement, je pense que c'est le cas aujourd'hui de chaque hiérarchie, hein. Pour les personnes, je ne vais pas dire que toutes les personnes sont malveillantes, il ne faut pas non plus voir le mal de partout, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, là où je ferais beaucoup plus preuve de discernement, c'est qui est aux commandes de ces organismes et qui finance ces organismes. Voilà, c'est tout. Donc, voici quelques informations sur l'antivirus que je qualifierais de mainstream. Donc, ce n'est pas des recherches poussées. Les antivirus sont une famille de virus dont l'infection est généralement transmise par des rongeurs. Comme le précise Santé publique France, la contamination humaine se fait généralement par inhalation de poussière et d'aérosols contaminés par les excrétas des animaux infectés, urine, déjection, salive, au cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt, et longtemps inhabités. Les symptômes de l'antivirus sont fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, courbatures ou encore troubles digestifs. Les premiers symptômes de l'antivirus peuvent rappeler ceux d'une grippe. Certains patients présentent également une toux légère ou une atteinte rénale pouvant évoluer vers une insuffisance aiguë, généralement réversible. Le radio. Les infections par les virus Hantahan, donc ça s'écrit H-A-N-T-2-A-N, et Dobrava provoquent généralement des symptômes graves avec un taux de mortalité de 5 à 15%. À vérifier. En revanche, les infections par les virus Séoul, Sarema, donc ça s'écrit S2AREM2A, et Pumala, P2UMALA, sont généralement plus bénignes, avec un taux de mortalité inférieur à 1%. La guérison complète peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois. Au départ, rien ne ressemble plus à une grippe qu'une infection par hantavirus. La période d'incubation passée, les premiers symptômes sont banals. Une fièvre plus ou moins élevée, des céphalées persistantes et une fatigue marquée. Hantavirus. Les différents degrés de lecture de Louis Fouché. Donc, toujours de Toxin Média. J'aime bien aller voir ce que nous disent les médias mainstream et puis aller voir de l'autre côté ce que nous disent les médias un petit peu plus alternatifs. Ça permet de faire un petit peu la balance. Donc, animateur. L'animatrice donc s'appelle Clémence Louis Fouché. Vous êtes médecin intensiviste, réanimateur et anesthésiste. Rappelons que l'intensiviste suit les patients dont la vie est gravement menacée. Donc Louis Fouché, il y a souvent une confusion. Les gens regardaient la série Urgence et pensent que les urgences et la réanimation, c'est pareil. En France, ce sont deux métiers distincts. Les urgences gèrent beaucoup de choses, parfois complexes, mais aussi du quotidien. Le réanimateur, lui, gère les gravités extrêmes. Quand une maladie atteint les fonctions vitales, respiratoires, hémodynamiques, donc circulation du sang, neurologique, rénale, hépatique, métabolique ou hématologique, nous remplaçons ces fonctions vitales pour maintenir les patients en vie. La plupart des patients sont endormis, sédatés et lourdement équipés. Nous sommes comme dans un sous-marin. Nous essayons de les maintenir en vie le temps de trouver un traitement pour la cause. Tout ce que nous faisons est symptomatique.
Les Américains disent to buy time, acheter du temps pour amener le patient sur la table du chirurgien ou pour que l'antibiotique agisse. C'est le cœur de la réanimation. C'est un métier stressant, à la frontière entre la vie et la mort, où l'on se demande toujours si l'on s'acharne ou si l'on donne une chance. Pour les patients passés en réanimation, c'est une descente aux enfers. La réanimation nécessite de garder son sang-froid et d'établir une hiérarchie des nécessités. Mais vous allez me faire parler de l'antivirus. Or, cette hiérarchie, ce serait plutôt d'écouter les éleveurs ou de s'intéresser à la maltraitance des enfants ou à la loi sur l'euthanasie. En gros, pour lui, parler de l'antivirus, c'est justement éviter de parler beaucoup d'autres choses en fait. Notamment de l'Iran qui menaçait il y a quelques jours de s'en prendre à la France. L'antivirus, pour moi, relève de la guerre psychologique dans laquelle nous sommes pris. J'ai préfacé un livre de Robert et Gilles Malone sur ce sujet. Je vais donc déposer ma casquette de médecin, réanimateur pour vous en parler, car je ne veux pas entrer dans le grand spectacle où je serai un expert de plus. On a tous ces médecins de plateau également. Est-ce qu'ils sont sur le terrain ou est-ce qu'ils sont encore sur le terrain? Point d'interrogation. Je répéterai ce que vous lisez sur ChatGPT. On vous sert même la biographie du cas Index, un ornithologue cherchant un caracara blanc dans une décharge en Argentine. Tout un tas de conneries qui relèvent d'une vaste opération psychologique. Guerre psychologique et distraction médiatique. Donc l'animatrice, vous êtes cofondateur de la branche française de Make Your Peace Again. Vous m'excuserez pour mon anglais. Et préfacier du livre Guerre psychologique. Sommes-nous en pleine guerre psychologique? Donc Louis Fouché. Regardez ce qui s'est passé sur B3.TV. On remet les masques. On reparle du Covid. Tu m'as confirmé, ma chérie, avoir entendu reparler du Covid ces derniers jours. Le chef de l'OMS déclare que les virus se fichent des frontières et des politiques, espérant que cela serve de leçon au monde entier. La leçon, c'est de rester servile à l'OMS. Nous ne partons pas de zéro. Nous avons une certaine immunité face à ces mécanismes. Nous savons comment fonctionne la coordination entre l'OMS, les médias, le philanthrocapitalisme, ROC, 3 petits points, Welcome T, 3 petits points, Fondation G, 3 petits points. Le Wellcome Trust est une fondation de charité en médecine dont le siège est en Grande-Bretagne. Au 30 septembre 2007, ses actifs nets se montaient à 15,1 milliards de livres sterling, soit 30,2 milliards USD. Le Wellcome Trust investit en moyenne 650 millions de livres sterling par an dans la recherche biomédicale. En ce qui me concerne, je ne sais pas si j'ai raison, mais ce mot biomédical ne me rassure pas. Source Wikipédia. N'oublions pas les autotests, les décrets, les plages dynamiques, les confinements, les masques FFP2, les EHPAD. Gardons tout cela en mémoire. Plusieurs niveaux de lecture sur l'épidémie d'antivirus. Niveau 0. Prendre les médias au sérieux. Croire que les institutions nous veulent du bien. On assiste alors à une épidémie localisée bien gérée, avec des propositions vaccinales de Moderna. On commente les décrets, on normalise l'idée d'un nouveau confinement. Hier, des décrets ont instauré un autoconfinement obligatoire pour des membres d'équipage, alors que les privations de liberté pour raisons sanitaires devraient être encadrées par la loi. Ces confinements relèvent de l'hospitalisation sous contrainte. Le ministre peut décider si vous êtes chez vous ou non, ce qui est plutôt pratique lorsque la grogne et les mouvements de grève prennent de l'ampleur dans la rue. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Il est bon de rappeler que le mouvement des Gilets jaunes trouve son origine dans la diffusion principalement sur les réseaux sociaux d'appels à manifester contre l'augmentation du prix des carburants automobiles. C'était parti de là, le prix du carburant. Issu de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Le mouvement des Gilets jaunes apparaît en octobre 2018 et donne lieu à de nombreuses actions à partir du 17 novembre 2018. Des blocages d'axes routiers et de carrefours giratoires sont organisés, notamment en province, et des manifestations nationales se tiennent chaque samedi. En France, les 3 premiers cas à partir de la découverte du coronavirus sont officiellement recensés
le 24 janvier 2020. On se rappelle que cette histoire des gilets jaunes, ça devenait incontrôlable. Les confinements en France à cause du coronavirus ont eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020, non inclus, soit pendant 1 mois et 25 jours. Du 30 octobre au 15 décembre 2020, non inclus, soit pendant 1 mois et 15 jours. Du 3 avril au 3 mai, chiffre 3 ma chérie, 2021, non inclus, soit pendant 28 jours. Niveau 1, une opération de rentabilité pour les laboratoires. L'annonce de l'épidémie a fait bondir l'action de Moderna. Alors, je suis allé vérifier tout ça. En ce qui concerne les finances, ce n'est pas un sujet que je gère beaucoup. Mais je suis quand même allé vérifier. Je mettrai tous ces liens, encore une fois, en dessous de la vidéo, sur investing.com. Est une plateforme financière de premier plan offrant un accès inégalé à des données en temps réel. Des cotations, des graphiques et des outils financiers de pointe. Elle fournit des informations sur les marchés permettant ainsi à tous les investisseurs de suivre les marchés en toute confiance et en toute fiabilité. Donc, je suis allé voir un article du 8 mai 2026. Voilà ce que nous dit investing.com concernant les actions de Moderna. Les actions de Moderna, Nasdaq, mRNA, ont bondi de 18,6% à 57,55 cents. Donc le S barré, je crois que c'est cents. Atteignant un sommet sur 2 mois après l'annonce par la société de recherche préliminaire sur un vaccin contre l'antivirus à base d'ARNM. Je te répète cette phrase par contre, ma chérie. Elle est importante. Atteignant un sommet sur 2 mois, après l'annonce par la société de recherche préliminaire sur un vaccin contre l'antivirus à base d'ARNM. Donc visiblement, avant même ces événements, visiblement, un vaccin contre l'antivirus à base d'ARNM était déjà en pourparlers. Je vous demanderai d'aller vérifier toutes ces informations. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, encore une fois, d'un remake ? Je finis l'article et je te laisse prendre des notes, ma chérie, je te laisse la parole après. Promis. Le fabricant de vaccins a révélé avoir signé en 2023 un accord de recherche avec l'université Korea pour développer ce vaccin dans le cadre de son programme mRNA Access. Le volume des échanges a dépassé les 12 millions d'actions vendredi après-midi, soit environ le double de la moyenne mobile sur 25 jours de 5,77 millions d'actions. En incluant les gains de vendredi, l'action Moderna a presque doublé depuis le début de l'année. Je t'en prie, ma chérie. Tu as bien dit que c'était un vaccin ARN contre l'antivirus ou le coronavirus. Je relis cette phrase. Donc, les actions Moderna, Nasdaq, mRNA ont bondi de 18,6% à 57,55 cents. Je crois que le S barré, encore une fois, c'est cents. À vérifier. C'est dollars. Je ne me rappelle plus. C'est ça? C'est dollars. Merci, ma chérie. Atteignant un sommet sur 2 mois après l'annonce par la société de recherche préliminaire sur un vaccin contre l'antivirus à base d'ARNM. Et tu me rappelles la date de l'article de ce que tu viens de lire là. Je te relis. Les actions Moderna, Nasdaq, mRNA ont bondi de 18,6% à 57,55 $, atteignant un sommet sur 2 mois. Alors, je ne sais pas comment on doit le comprendre, mais sur 2 mois, après l'annonce par la société de recherche préliminaire sur un vaccin contre l'antivirus à base d'ARNM. Tu n'as pas la date de cette annonce de recherche Le fabricant de vaccins a révélé avoir signé en 2023 un accord de recherche avec l'université Korea pour développer ce vaccin dans le cadre de son programme mRNA Access. Donc, si je comprends bien, ils ont mis de l'argent, mais ils savent qu'ils vont en gagner. Ils ont mis de l'argent pour créer un vaccin sur un virus qui se transmet que via les excréments des rongeurs, qui n'a quasiment pas de transmission. Attends, pour le moment, bien sûr, pour le moment. Oui, attends, mais laisse-moi terminer mon cœur. Qui n'a
presque pas de transmission interhumaine, puisque tout à l'heure, on a signalé que c'était exceptionnel, fallait vraiment être. Je termine. Non, mais c'est en fait, c'est une démarche de réflexion que je suis en train d'amener, qui n'a pas de transmission interhumaine, sauf exception. Il faut vraiment être très très proche de la personne infectée. Voilà. Pour en fait un virus qui, on va dire, à la base, ne concerne que les rongeurs. Si on voit ça dès le début. Hein. Il y a des Donc, infections. il y a des infections, je suis d'accord. Mais Ça il y a des existe. infections qui sont beaucoup plus qui ont un impact humain beaucoup plus important que l'antivirus, Je suis sur d'accord. lesquels on ne fait pas de recherche pour créer un vaccin. Je suis Là, d'accord. on fait des recherches pour créer un vaccin sur un virus qui finalement concerne très très peu l'humain. C'est pour ça que je demande de faire preuve de discernement. Vraiment. Donc, je termine ma réflexion. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je continue. Autre article donc de investing.com le 11 mai 2026. Moderna explose de plus 12% avec les craintes sur la hantavirus. Faut-il se précipiter? L'action Moderna, INC, donc Nasdaq MRNA, il faudra que je vérifie ce que c'est ça, s'est envolée de plus 11,97% vendredi 8 mai, porté par un double catalyseur. D'une part, la société a annoncé les résultats positifs de phase 3 de son vaccin grippal à ARN M et mRNA, tiré du milieu 10-10, publié dans le New England Journal of Medicine. Le vaccin a démontré une efficacité supérieure à un vaccin standard chez les adultes de 50 ans et plus, avec une efficacité relative de 26,6%. On parle d'un vaccin, je répète cette phrase, avec une efficacité relative, entre guillemets relative, j'aime bien le mot relative moi aussi, de 26,6%. Donc, ce pourcentage est à vérifier. Voilà ce que je comprends dans le mot relative. D'autre part, la mise en avant de recherches précliniques sur un vaccin contre le hantavirus dans un contexte de cas détectés sur un navire de croisière début mai a amplifié le mouvement spéculatif. Ces catalyseurs sont réels et la dynamique de pipeline de Moderna est incontestablement plus prometteuse. J'aime bien la sémantique des mots prometteuse, quelque chose de prometteur, qu'elle ne l'était il y a un an. Je relis, ces catalyseurs sont réels et la dynamique de pipeline de Moderna est incontestablement plus prometteuse qu'elle ne l'était il y a un an. La société dispose désormais de 4 produits commercialisés. Ces résultats T1 2026 ont dépassé les attentes et une décision de la FDA, Food and Drug Administration, division du département de la santé américaine, concernant le mRNA, tiré du milieu 10-10, est attendue pour le 5 août. Mais la hausse de ce vendredi 8 mai appelle à la prudence. Les analystes d'Ecoverse, société de services financiers mondiale spécialisée dans les services de conseil en fusion et acquisition, en gestion des investissements, en restructuration d'entreprises et en financement des marchés de capitaux, j'aime beaucoup la sémantique des mots, ont eux-mêmes tempéré l'enthousiasme, estimant que le hantavirus représente un marché. Je relis cette phrase. Le hantavirus représente un marché de faible incidence et de taille structurellement réduite, et que la hausse liée à ce catalyseur est davantage motivée par le sentiment des investisseurs que par des facteurs fondamentaux. Surtout, les chiffres ne plaident pas en faveur d'un achat immédiat au cours actuel. La juste valeur Investing Pro, qui synthétise plusieurs modèles de valorisation reconnus, est établie à 44,97 $, ce qui valorise l'action à 17,27% au-dessus de son cours actuel. Le titre est donc considéré comme surévalué selon ces modèles. Pour finir, dernier article d'investing.com aujourd'hui, le 12 mai 2026.
Alors que le CAC 40 évoluait en repli lundi 11 mai, une vague de hausse spectaculaire a traversé le secteur médical à la Bourse de Paris, propulsée par les craintes croissantes autour du hantavirus. Depuis début mai 2026, un foyer d'hantavirus s'est déclaré à bord du navire de croisière MV Ondius, causant 3 décès et contaminant plusieurs passagers de nationalités différentes. Alors si ces décès sont réels, paix à leur âme et total soutien aux familles. La souche identifiée est le virus Andes, la seule parmi les 38 souches connues à pouvoir se transmettre d'une personne à une autre. Vraiment, c'est pas de chance. Vraiment. Je répète. La souche identifiée est le virus Andes, la seule parmi les 38 souches connues à pouvoir se transmettre d'une personne à une autre. Vraiment, on n'a vraiment pas de chance. Que Dieu nous protège, dans le nom de Jésus. Bien que cette transmission reste limitée et nécessite des contacts étroits et prolongés. Alors j'aime beaucoup, d'un côté, la peur, la seule parmi les 38 souches connues à pouvoir se transmettre d'une personne à une autre, et de l'autre côté, bien que cette transmission reste limitée et nécessite des contacts étroits et prolongés. Encore une fois, vous vérifierez toutes ces informations, je ne suis pas médecin. La mécanique est connue depuis le Covid. Tout signal sanitaire déclenche des achats massifs sur les valeurs du diagnostic, de la protection et du vaccin. Les variations enregistrées lundi en sont l'illustration parfaite. Donc pour Novacite, plus 67,8%, BioSinex, plus 42,7%, ABL Diagnostic SA, plus 24,2%, Euromedis Group SA, plus 15%, Oz Pharma International SA, plus 14,5%, Nanobiotics, plus 14,5%, Valneva, plus 14,5%, Aton SA, plus 13,4%, Biofitis SA, plus 11,4%, Inventiva SA, plus 10,3%. Le lien entre ces sociétés et le hantavirus est plus ou moins direct selon les cas. Novacite est spécialisé dans les diagnostics en oncologie, donc en cancérologie, microbiologie, hématologie et sérologie. Et son nom reste associé dans l'esprit des investisseurs au développement de tests PCR. Pendant la pandémie de Covid-19, BioSinex est spécialiste des tests rapides et profite de l'effet d'entraînement sur le secteur de la santé en cas de menace épidémique. ABL Diagnostic conçoit et commercialise des tests de diagnostic de biologie moléculaire pour les maladies infectieuses, une activité directement en phase avec les craintes de dépistage d'un nouveau pathogène. Euromedis profite de son positionnement sur les gants, masques et dispositifs de protection, tandis que Valneva est perçu comme un candidat naturel au développement vaccinal contre de nouvelles maladies infectieuses. En revanche, le lien avec le hantavirus est beaucoup plus ténu pour les autres sociétés. OSE Immunotherapeutics développe des immunothérapies en oncologie et dans les maladies auto-immunes. Quand on sait que le vaccin Covid déclencherait en effet secondaire des problèmes auto-immunes, on est en droit de se poser certaines questions. Vous m'excuserez. Donc, je reprends. OSE Immunotherapeutics développe des immunothérapies en oncologie et dans les maladies auto-immunes, sans activité dans les maladies infectieuses transmissibles. Nanobiotics est une société de nanomédecine spécialisée dans le traitement du cancer par radiothérapie amplifiée. Aton est un groupe des sciences médicales qui développe un portefeuille de sociétés de pointe, encore une fois la sémantique des mots, de sociétés de pointe dont les filiales opèrent dans la pharmacologie translationnelle et le diagnostic in vitro. Sans lien revendiqué avec l'hantavirus, Biofitis développe des thérapies contre la sarcopénie. Donc, qu'est-ce que la sarcopénie? Je suis allé voir.
perte progressive et généralisée de la masse, de la force et de la qualité de l'ensemble de la musculature dès l'âge de 50 ans. Et l'obésité. Et Inventiva se concentre sur la NASH. Stéatopée. M'excuserez, je ne suis pas médecin, ça vous le prouve. Stéatohépatite non alcoolique. Pour ces 5 derniers, la hausse s'explique uniquement par la contagion sectorielle et non par un quelconque avantage compétitif face au hantavirus. Il convient donc d'aborder ces hausses avec beaucoup de prudence. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'apparition du hantavirus sur le navire de croisière n'est pas susceptible de déclencher la prochaine pandémie. Donc il y en aura une prochaine visiblement. Visiblement, ils le prévoient déjà. Des analystes ont mis en garde contre la probabilité que l'épidémie se transforme en une pandémie de type Covid-19. Voilà, information supplémentaire. Estimant que le rallye est davantage motivé par le sentiment des investisseurs que par des fondamentaux. Plutôt que de miser sur des hausses spéculatives potentiellement éphémères, il peut être plus pertinent de rechercher des valeurs du secteur santé qui combinent un vrai potentiel de hausse selon les modèles financiers et selon les analystes. Nous nous sommes tournés vers le screener investing.com en recherchant les actions françaises du secteur de la santé répondant aux critères suivants. Secteur santé, capitalisation supérieure à 100 millions d'euros, potentiel haussier de plus de 20% selon l'objectif moyen des analystes, actions suivies par au moins 5 analystes. Dans le détail, ces actions françaises du secteur santé affichent des potentiels haussiers de plus 20,4% à plus 164% selon les analystes. Donc un apport en ce qui me concerne, mon point de vue, mon regard sur tout ça, nous comprenons donc ici que pour les puissants de ce monde, pour beaucoup de puissants de ce monde, notre santé est avant tout et surtout un marché et plutôt une machine à fric. Voilà. Quel est mon regard sur ce que je viens de dire ici? Ma chérie, si tu veux dire quelques mots par rapport à ça avant que je continue, je t'en prie. Oui, il y a énormément, d'argent dans tout ça qui sont mis en jeu de toute façon. Après moi, information à vérifier, j'avais entendu dire que, tous les laboratoires, en particulier, alors on va parler des laboratoires pharmaceutiques. En fait, si on veut, s'ils veulent fonctionner, à un moment donné, ils sont obligés, en fait, c'est même pas pour fonctionner. C'est que, ils gagnent de l'argent bien sûr sur la vente, des produits, qu'ils mettent sur le marché. Mais pour pouvoir faire ces produits-là, il faut qu'il y ait des investissements. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des personnes qui donnent de l'argent. Or, les personnes qui donnent de l'argent vont donner de l'argent que que quand il y a un programme qui est fait. Voilà. Si un laboratoire ne va pas faire de programme de recherche, bah, il y aura jamais d'argent qui vont leur être, donnés pour financer ces programmes. Voilà. Donc à la base, c'est vrai qu'il y a toute une histoire, d'argent, et non pas une histoire sanitaire. La base, comme dans beaucoup d'autres choses, hein, c'est l'argent et malheureusement ça corrompt beaucoup de choses parce que Hem, celui qui a l'argent, en fait, quelque part, il a le pouvoir aussi de faire ce qu'il a envie. Voilà. Donc alors je dis pas non plus que tout et tout le monde est corrompu, mais quand, il y a un lien avec l'argent qui est pas clair, qui est dans un but, de faire de l'argent, on peut, je dirais, douter, des intentions des gens finalement. Voilà. Est-ce qu'on fait des recherches, juste histoire de gagner de l'argent? Voilà, parce que si à un moment donné, il y a un laboratoire qui fait pas de recherche, il ferme ses portes. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne, il ferme ses portes. Voilà. Donc est-ce qu'on fait des recherches dans le but de gagner de l'argent?
ou est-ce qu'on fait des recherches vraiment dans un but sanitaire pour les gens, pour les aider, voilà. Et c'est malheureux, là, je vais mettre en parallèle autre chose. Il y a quelques années de ça, alors moi, ça m'a outrée parce que, je suis un petit peu plus au fait de ça puisque de par mon expérience de vie, j'ai baigné un peu dedans. Donc j'ai été me renseigner, donc j'ai fait des lectures. Il y a quelques années de ça, c'est là, je vais revenir sur, ce que je disais tout à l'heure. Je vais poursuivre ma réflexion, de faire des recherches sur un virus qui finalement ne concerne quasiment pas l'homme. Il y a des maladies qui concernent beaucoup plus l'homme. Je vais parler, notamment des cancers, par exemple. Et aujourd'hui, depuis quelques années, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, il y a de plus en plus de cancers pédiatriques, donc qui concernent les enfants. Quand on sait que, la recherche, sur, le cancer, c'est quand même une recherche qui est importante puisqu'on est tous concernés. On a tous dans notre entourage des personnes qui malheureusement souffrent de ces pathologies-là et qu'aujourd'hui, il y a quand même des finances pour, alimenter des recherches, pour créer des vaccins pour des maladies qui finalement nous concernent très, très peu, mais qui rapportent beaucoup plus d'argent, forcément. Là aussi, on peut douter, de la finalité, de ces recherches-là et là, c'est là où on peut se dire qu'en fait, il vaut mieux injecter de l'argent dans un laboratoire qui finalement va créer de l'argent, plutôt que d'injecter de l'argent dans une cause, qui finalement va pas créer, au contraire, va permettre à des personnes de guérir et donc à la longue, pas forcément, hem, c'est malheureux de dire ça, mais pas forcément faire le chiffre escompté. Tu vois ce que je veux dire? Hem, D'un côté, on facilite certaines recherches qui franchement, enfin moi je trouve que, hem créer un vaccin comme ce que tu viens de dire, créer un vaccin qui a une montée, de plus de 30 40 de la valeur Moderna en l'espace de 2 mois, et créer un vaccin pour une maladie qui concerne très peu l'homme. Voilà, c'est bien dommage qu'il y ait pas d'autres réflexions faites pour d'autres pathologies. Voilà, c'est bien dommage qu'il y ait pas, autant d'engouement pour, d'autres pathologies. C'est clair. Et de mon côté, en tant que maître de cérémonie funéraire, je vous confirmerai que le nombre de cancers, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Malheureusement, ça n'arrête pas. Ça m'a fait écho à certaines choses avant que je continue l'article, ma chérie, parce que j'ai encore quelques informations importantes à t'apporter et à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Encore une fois, je suis pas médecin, que chacun discerne et prenne ce qui. Voilà, je suis pas pour la division, je suis pas pour tout ça. Je suis plus pour qu'on lise entre les lignes et qu'on décrypte un petit peu tout ce qui se passe. Et je vais pas dire non plus que toutes les personnes sont malveillantes. Mais des personnes sont véritablement malveillantes. Je le dirai aujourd'hui. J'aurai le courage de le dire. Aujourd'hui, il est plus avantageux, ma chérie, d'abattre je ne sais combien d'arbres. Je sais pas si tu as vu cette actualité pour faire passer le Tour de France, que d'argent pour investir dans les hôpitaux, dans les EHPAD. On va fermer des services de SAMU. Les pompiers sont aujourd'hui en train d'alerter qu'au niveau des SDIS, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Par contre, il y a des choses, encore une fois, pour lesquelles il y a de l'argent. Je te rejoins complètement dans cette réflexion. Il y a des choses, il y a de l'argent. Par contre, encore une fois, parce que ça fait complètement lien avec tout ça, le secours fait lien avec la santé, en fait. Ça devrait être les priorités, en fait. La sécurité d'un pays. On est dans un pays, aujourd'hui, la délinquance, on ne sait plus quoi en faire. Par contre, pour ça, il y a pas de moyens, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que j'ai manœuvré, j'étais de manœuvre donc avec ce groupe de secouristes ce week-end, et l'un des nôtres est en passe de devenir agent des forces de l'ordre. Donc j'ai certaines discussions, c'est très prochain, il s'en va du côté de Paris parce qu'un policier, quand il débute sa carrière, beaucoup de policiers débutent à Paris, à la capitale, avant d'aller en province. Donc j'ai des discussions avec lui.
intéressante. Il connaît un petit peu l'antisystème que je suis. Et je lui parlais notamment des manifs des agriculteurs. Mais aujourd'hui, on est malheureusement, on ne sait plus comment tenir la France, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau de la santé des gens, que ce soit au niveau de la sécurité des gens. Mais on a de l'argent, par contre, pour le Tour de France. Est-ce que encore une fois, une expression que j'aime bien dire, est-ce que ce monde a encore du bon sens? Niveau 2, donc, un enjeu plus large. La semaine prochaine, l'OMS vote le règlement sanitaire international, notamment le PAPS, donc PAPS, portail d'accompagnement des professionnels de santé, et les opérations 100 jours. Trouver des contre-mesures vaccinales à ARN en moins de 100 jours. Pour le personnel médical, j'ai survolé une publication, certains personnels soignants refuseraient aujourd'hui la vaccination, s'il devait y avoir vaccination. Vraiment, les soignants, on est avec vous. Je le suis depuis 6 ans en arrière. Ma chérie pourra vous le témoigner de manière privée si nécessaire. Si je vais avoir le courage de le dire, j'ai accompagné certains soignants suspendus au prud'homme qui se retrouvaient avec 0 salaire parce qu'ils refusaient la vaccination Covid. J'ai fait partie de ces gens-là. Donc les soignants, je suis pleinement avec vous. Et il y a de mauvais médecins, mais il y a de très bons médecins qui veulent faire de bonnes choses. On est en total soutien avec vous. Les forces de l'ordre, les pompiers, les ambulanciers, toutes ces personnes, les militaires également, on est avec vous. Parce qu'on peut se poser la question, aujourd'hui, certaines professions, si on n'a pas fait la picouse, alors on doit rendre la tenue. Ce qui est tout simplement inadmissible. On est en total soutien avec vous et unissons-nous pour aller contre ces choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Je vais rester sage dans mes propos. Voilà. Encore une fois, si il s'avère que ce virus est véritablement dangereux, s'il s'avère que tout ça se développe, alors j'aurai peut-être un autre discours. Mais précipitation n'est pas signe de sagesse. Voilà. Donc, derrière, il y a le CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, financée par des fondations privées, qui utilisent la recherche publique pour séquencer des pathogènes et les mettre à disposition des firmes privées. Une épidémie devient un investissement rentable. Je relis cette phrase. Une épidémie devient un investissement rentable. Niveau 3, un serious game, un stress test. L'épidémie s'éteindra dans quelques semaines. Tout le monde dira que la gestion a été parfaite. Ceux qui ne font pas preuve de discernement, justement. Et l'OMS redonnera son blason avant sa réunion cruciale. Mais contrairement au Covid, les réseaux sociaux ne censurent pas encore sur ce sujet. Le bon sens populaire semble dire on n'y croit pas. C'est rassurant. Donc les propos de Louis Fouché. Niveau 4, plus ésotérique. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Le combat est également spirituel. Donc niveau 4, plus ésotérique. Le mal existe. Les dossiers Einstein montrent des coordinations entre Bill G, 3 petits points, et JP M, 3 petits points. Véritable arbitre de l'économie américaine. Il y a un complot. Comme j'aime dire aujourd'hui, on nous taxe, nous, de complotistes, mais je me pose bien la question, qui sont les véritables complotistes? Quel est l'objectif de ce mal? Louis Fouché. La boussole, c'est l'inviolabilité du corps, le consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, on a en droit de se poser la question, est-ce que mon propre corps humain m'appartient encore? Alors oui, il est à Dieu, mais est-ce que je suis encore libre de m'administrer ou non une substance? On se pose aujourd'hui véritablement la question. Les instances supranationales n'ont pas à décider de votre santé. L'objectif est toujours le même. Argent, pouvoir, atteinte aux libertés, agenda 2030, société de contrôle. Le diable doit nous distraire. C'est le rôle du prestigitateur. Vous paralyser pour que vous n'agissiez pas.
justement, mélange d'informations, la peur, etc., ça paralyse quelqu'un. Je peux vous le témoigner, ma femme peut vous le témoigner comment j'étais il y a 6 ans. Elle peut vous le dire. Vous paralysez pour que vous n'agissiez pas, pour que vous n'alliez pas voir ce qui se passe vraiment à l'aide sociale à l'enfance, dans l'audiovisuel public ou à l'Académie de médecine qui veut rendre obligatoire le vaccin grippe Covid au moment où Moderna sort son produit. Et je vais vous apporter un témoignage personnel. Ma chérie, tu seras là pour témoigner que c'est la vérité, ce que je dirais ici. J'ai, en ce qui me concerne, très mal vécu le début de la crise Covid. Et j'ai été suivi en centre médico-psychologique, ce qu'on appelle un CMP. Je peux en effet vous témoigner avoir été démarché par le CMP en ce qui concerne le vaccin, ou plutôt la picouse, soi-disant contre le Covid-19. Fort heureusement, ce n'est pas ma volonté qui a été faite, mais celle de Dieu. Je le remercie aujourd'hui de m'avoir protégé de ce poison. Effectivement, un jour, j'étais devant la pharmacie, ma chérie, je crois que c'était d'ailleurs pour un test où je devais avoir peur d'avoir chopé le coronavirus. Je me rappelle très bien, j'étais devant la pharmacie, je citerai pas le nom de la ville, ma chérie, mais tu sauras reconnaître. Et j'ai eu un appel de ce fameux CMP. Monsieur Chevreau, est-ce que vous seriez d'accord de vous faire vacciner? Est-ce que c'est le rôle d'un CMP? J'étais là-bas pour être soutenu psychologiquement. On me propose une picouse. Ceci est la vérité. Dieu l'a entendu. Je continue. Appel à l'action. Louis Fouché, arrêtez d'attendre le prochain épisode. Agissez. Avec les enfants d'Hippocrate, donc il y a des associations, gloire à Dieu, il y a des associations qui se sont montées. Avec les enfants d'Hippocrate, nous organisons un ciné-débat sur le devenir des enfants vaccinés et non vaccinés. On a également eu le témoignage d'une personne, enfin, c'est une vidéo que j'ai vue un jour, une personne qui avait justement le cancer, ma chérie, qui, si elle ne faisait pas le vaccin Covid à l'époque, on lui refusait la chimiothérapie. Donc, il y a également eu du chantage dans tout ça. C'est clair. Les enfants d'Hippocrate sont une association bénévole à but non lucratif, apolitique et laïque qui cherche à rouvrir le dialogue entre citoyens, scientifiques, soignants et institutions sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des thérapeutiques. En France, nous sommes passés à 12 vaccins. Chiffre 12, ma chérie. En France, nous sommes passés à 12 vaccins obligatoires pour les enfants. Est-ce que cela améliore leur santé? Aucune étude sérieuse ne le prouve. Nous projetterons un film gênant, Un inconvénient Stoudaï, avec son réalisateur Del Bigtree, influenceur américain de The High War. Vous m'excuserez pour mon accent anglais. Nous ne faisons pas qu'un simple ciné-débat. Nous mettons en résonance des collectifs partout en France. Il y a des collectifs partout en France. Et de véritables avocats, ma chérie, si un jour tu as besoin, j'en connais un véritablement, que j'ai en contact, qui se défend contre certaines dérives. Le même jour, à la même heure, 70 groupes s'organisent. Nous montrons que nous sommes puissants et nombreux. Et plus on sera à avoir le courage de parler, plus on fera force. Si on est une minorité à parler, alors on ne fait pas masse en fait. Si on est de plus en plus de personnes à parler, avoir le courage, il faut avoir le courage de parler. Ça, c'est clair. Il faut avoir le courage de se lever pour la vérité. Mais plus on sera nombreux à se lever contre certaines dérives, plus on arrêtera ces dérives. Et dès que nous avons commencé à organiser cela, je suis redevenu mort sur les réseaux sociaux. C'est clair. À partir du moment qu'on se lève contre certaines vérités, on fera tout pour cacher en fait. Ça, c'est clair. Ma chérie, tu sais ce que j'ai expérimenté sur un réseau social récemment, il n'y a pas longtemps. Attaqué par des bots, c'est le signe que cela dérange. Et oui, la vérité, elle a toujours dérangé, elle continue de déranger. Cette femme à la perte de sang, ma chérie, elle avait essayé tous les médecins qu'elle pouvait. Aucun n'avait réussi à la guérir. Le jour où elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Une étude qui dérange un inconvénient Stoudaï. Je suis désolé, ma chérie, je continue, mais je veux vraiment apporter parce que c'est intéressant. La santé des enfants américains. Une enquête troublante sur les vaccins. Un constat alarmant. Aujourd'hui, les États-Unis est le pays le plus malade du monde industrialisé. La santé des enfants américains est en crise. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de constater que parfois, des enfants en Afrique qui sont en tongs, en short, sont en meilleure santé que dans certains pays industrialisés. C'est
C'est grave, c'est grave. Donc la santé des enfants américains est en crise. On observe une forte augmentation des maladies chroniques chez les moins de 17 ans. Désormais, plus de 40% des enfants américains souffrent d'au moins une maladie chronique, maladie auto-immune, polyarthrite rhumatoïde, maladie inflammatoire chronique des articulations, diabète juvénile, lupus. Donc je suis allé voir ce qu'est un lupus. Dans cette maladie, le système immunitaire qui protège contre les microbes ou les substances étrangères à l'organisme se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme. Ma chérie, je t'ai témoigné à ce qu'a expérimenté l'un de mes employeurs récemment. Maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, syndrome du côlon irritable, eczéma, asthme, allergie, troubles digestifs. Il y a quelques décennies, un enfant sur 10 000 était autiste. Aujourd'hui, c'est 1 sur 31. 1 sur 31. Alors qu'avant, c'était 1 sur 10 000. C'est grave. S'ajoutant le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les troubles du langage. Ma chérie, tu me parlais d'orthophoniste hier. Troubles du langage. Encore une fois, discernement. Il faut savoir faire preuve de discernement. Même si, ma chérie, tu ne comprends pas toujours ce que te dit ton biquet, faire preuve de discernement. Je continue. Les troubles du langage, les tics, le syndrome de Gilles de la Tourette, donc maladie neurologique à composante génétique, caractérisée par des tics involontaires, soudains, brefs et intermittents, se traduisant par des mouvements, tics moteurs ou des vocalisations, tics sonores. La narcolepsie, donc maladie neurologique rare. Les personnes atteintes de narcolepsie présentent une somnolence anormale responsable d'endormissement involontaire pendant la journée. Les troubles du sommeil et les troubles du spectre de l'autisme. Je te fais une petite parenthèse. Ma chérie, quand je t'ai posé la question hier de l'âge de l'orthophoniste, c'est qu'une nana, une orthophoniste de 50 ans, j'aurais beaucoup plus confiance qu'une orthophoniste de 30 ans. Encore une fois, on voit ce qui se passe dans cette crise au niveau des agriculteurs, au niveau du bétail, concernant les vétérinaires, qui font les ordres parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de te le dire, mais de dire à toutes les personnes qui écoutent, quand on voit qu'aujourd'hui, on veut même manipuler la conscience de nos enfants, attention. Attention. Cette augmentation rapide ne peut pas être d'origine génétique, car les changements génétiques prennent des générations, voire des siècles. Pourtant, les enfants de cette génération sont gravement malades. Que se passe-t-il ? Plus de 54% des enfants américains souffriraient désormais d'une maladie chronique, neurologique ou auto-immune, contre seulement 12,8% dans les années 80. En 40 ans, chiffre 40 ma chérie, en 40 ans, nous avons connu le plus grand déclin de la santé humaine jamais enregistré. Une étude que personne ne veut publier. Et si une étude pouvait éclairer cette épidémie, mais qu'aucune grande institution médicale ne souhaitait la réaliser. Et si un scientifique avait eu le courage de la mener, puis trop peur pour la publier. Certaines personnes ont tellement peur, ma chérie. Elles ont tellement peur de perdre emploi, salaire, donc famille, etc., qu'elles feront docilement ce qu'on leur demande de faire. Il faut bien en être conscient aujourd'hui. Le journaliste médical Del Bigtree, qui a enquêté pendant 20 ans, a utilisé des caméras cachées pour interroger le chercheur Marcus Z. Du Henry Ford Health System. Celui-ci a répondu. Ces informations sont importantes car elles montrent une différence entre les groupes. Nous avons de sérieux problèmes. Mais si je ne peux pas publier cette étude, quel espoir reste-t-il pour les enfants ? Publier quelque chose comme ça, autant prendre ma retraite. Je serai fini. Les témoignages déchirants des parents. Bigtree a produit un documentaire intitulé Vaxed, basé sur les révélations d'un lanceur d'alerte des CDC. Donc Centers for Disease Control and Prevention, souvent cité comme organisation exemplaire de santé publique en matière de surveillance. Le docteur William T. qui dénonçait des fraudes scientifiques dans les études sur l'innocuité des vaccins. Le film a été exclu du festival de Tribeca et a suscité une vive controverse. Des parents d'enfants blessés par les vaccins ont témoigné. Une mère raconte qu'après les vaccins,
polio, hépatite B, ROR. Sa fille a eu des convulsions, une fièvre à 41 degrés, des vomissements et des cris aigus. Un autre enfant a perdu tout langage après son vaccin. Langage, ma chérie. Une petite fille est décédée dans les bras de ses parents. Colton, 13 ans, passionné de motocross, a reçu le vaccin contre le HPV, donc le papillomavirus. Il a développé nausée, douleur au cou, puis une paralysie myélite transverse. 3 ans plus tard, il s'est, pensant être un fardeau pour sa famille. Il n'était pas paralysé par la polio, mais par le vaccin Gardasil. Bigtree a consulté les notices des vaccins. La plupart mentionnent des paralysies, syndrome de Guillain-Barré, myélite transverse. Il en conclut que le programme vaccinal n'a pas éradiqué les maladies paralytiques. Il en cause. Je répète, il en cause. L'impossibilité de poursuivre les fabricants. Aux États-Unis, une loi de 1986 empêche pratiquement toute poursuite contre les fabricants de vaccins. L'industrie pharmaceutique avait menacé de ne plus produire de vaccins si l'État ne prenait pas en charge la responsabilité civile. Pour obtenir des informations, il faut poursuivre l'État. L'avocat Aaron S. a attaqué les agences gouvernementales HHS, FDA, NIH et a gagné. Leur conclusion, toute la science sur l'innocuité des vaccins repose sur une fraude. Le département de la santé et des services sociaux des États-Unis, en anglais United States Department of Health and Human Services, HHS, est un département de l'administration américaine chargé de la politique en matière de santé. Il a été créé en 1979 de la scission du département de la santé, de l'éducation et des services sociaux des États-Unis, en anglais United States Department of Health, Education and Welfare, HEW. La Food and Drug Administration, FDA, est l'autorité fédérale américaine chargée de réglementer les médicaments, les dispositifs médicaux, les vaccins et les produits alimentaires. Le National Institute of Health, NIH, fait partie du département américain de la santé et des services sociaux. Des essais cliniques inexistants. Services sociaux, ça me parle, moi, ex-enfant de la DAS. C'est un autre sujet. Des essais cliniques inexistants. Aaron S. rappelle qu'aucune des 72 doses de vaccins obligatoires pour les enfants américains n'a jamais fait l'objet d'un essai contrôlé par placebo en double aveugle avant sa mise sur le marché. C'est pourtant la référence en matière de sécurité pour tout médicament. Les défenseurs des vaccins comme le docteur Paul O. rétorquent qu'il serait contraire à l'éthique de priver des enfants d'un vaccin déjà disponible. Ainsi, Prevnar 13 a été testé, chiffre 13 ma chérie, ainsi Prevnar 13 a été testé contre Prevnar 7, une version antérieure. Mais Prevnar 7 n'a jamais été testé contre un placebo salin. On compare donc deux produits dont on ne connaît pas la sécurité. Bigtree donne une analogie. Pour tester si l'alcool cause des accidents de voiture, on ne comparerait pas du whisky avec de la vodka, mais du whisky à de l'eau. Or, c'est exactement ce qui est fait avec les vaccins. Des essais de sécurité ridiculement courts. Les notices du vaccin contre l'hépatite B, Recombivax HB, indiquent en section 6.1 que l'essai clinique, ayant servi à établir l'innocuité n'a suivi que 147 enfants pendant 5 ans après chaque dose. Si un enfant meurt au 6e jour ou développe un autisme 2 ans plus tard, cela n'est pas compté. Lors d'une déposition sous serment, le docteur Stanley P. considéré comme le parrain des vaccins, a admis que 5 jours ne suffisent pas pour détecter un problème auto-immune ou neurologique et qu'aucun essai contrôlé par placebo n'a été réalisé avant autorisation. Il a ajouté qu'il serait aujourd'hui contraire à l'éthique de mener un tel essai. Ainsi, pas d'essai placebo avant autorisation. Puis, quand des effets indésirables apparaissent, on refuse l'essai placebo pour raisons éthiques. L'innocuité des vaccins ne repose donc pas sur des données, mais sur une hypothèse. Comment je peux baser ma santé sur une hypothèse ? Des études comparatives accablantes. Une alternative existe. L'étude rétrospective comparant vaccinés et non vaccinés.
Le docteur Peter A, 3 en Guinée-Bissau, a comparé les enfants ayant reçu le DTP, coqueluche, à ceux non vaccinés. Résultat, les vaccinés avaient une mortalité 2,3 fois plus élevée, non pas des maladies ciblées, c'est ça le pire, mais leur système immunitaire était affaibli face à d'autres infections. En 2011, l'Institute of Medicine avait identifié plus de 150 effets indésirables probablement associés aux vaccins jamais étudiés. En 2013, l'Institute of Medicine a déclaré qu'aucune étude n'avait comparé la santé des enfants entièrement non vaccinés à celle des enfants entièrement vaccinés. Le CDC a refusé de le faire. L'étude de Henry Ford, un séisme scientifique. Big Tree a convaincu le docteur Marcus Z. Chef des maladies infectieuses au Henry Ford Health System, de réaliser l'étude tant attendue. L'étude a été menée en 2020, mais jamais publiée. Big Tree a filmé secrètement une conversation avec Z. Qui avoue. Nous avons suivi à la lettre le livre blanc du CDC. C'est un commentaire dévastateur sur nos interventions de santé publique. Si c'est vrai, nous rendons systématiquement les enfants malades, et pas qu'un peu. Publier une telle étude mettrait fin à sa carrière. Résultat de l'étude, 18 468 sujets, dont 1957 non vaccinés. Asthme, risque 4,29 fois plus élevé chez les vaccinés. Maladie atopique, peau atopique est sèche, la peau atopique est sèche et dépourvue du film hydrolipidique naturel protecteur. Ces altérations sont liées à un manque de graisse dans les couches superficielles de la peau et à des anomalies de certaines protéines. Tiens donc, protéines. Indispensables à la fonction barrière de la peau, comme la filagrine, 3 fois plus élevée. Maladie auto-immune, près de 6 fois plus. Troubles neurodéveloppementaux, 5 fois plus. Troubles de la parole, 4,47 fois plus. Retard de développement, 3 fois plus. TDAH, 262 cas chez les vaccinés, 0 chez les non-vaccinés. 0 cas chez les non-vaccinés de dysfonction cérébrale, diabète, problème de comportement, troubles d'apprentissage. Ma chérie, troubles d'apprentissage. Je répète, troubles d'apprentissage. Déficience intellectuelle, tic ou autre handicap psychologique. À 10 ans, 57% des vaccinés avaient une maladie chronique contre seulement 17% des non-vaccinés. L'étude n'a pas montré de lien statistiquement significatif avec l'autisme. 23 cas chez les vaccinés, 1 chez les non-vaccinés. Effectif insuffisant. Une peur légitime. Z, a déjà été réduit au silence par les services de communication d'Henry Ford après son étude sur l'hydroxychloroquine, qui montrait une réduction de 50% de la mortalité, mais a été attaqué par Tony F. et les médias. Il ne veut pas être le prochain scientifique détruit pour avoir remis en question le dogme vaccinal. Conclusion. Cette étude non publiée n'est pas parfaite. Une étude rétrospective ne prouve pas la causalité, mais elle montre un signal d'alarme. Elle ne vient pas seule. D'autres études indépendantes ont montré des résultats similaires. Pourtant, aucune agence de santé ni grande institution médicale au monde n'a jamais produit une seule étude montrant que les enfants vaccinés sont en meilleure santé que les non vaccinés. N'était-ce pas l'objectif du programme vaccinal ? Vous avez désormais ces données, vous êtes informés. Qu'allez-vous faire ? Ce choix vous appartient. Vaccin toxique et inefficace. Tout le monde savait chez Pfizer. C'est la dernière lecture, ma chérie, que je vais te faire. Il reste 20 minutes, je veux vraiment le lire, comme ça ce sera complet. On échangera ensuite dans les coulisses si nécessaire. Donc également, vaccin toxique et inefficace, tout le monde savait chez Pfizer. Donc Helmut Serz, S-T-E-R-Z. Donc c'est également un article, enfin une vidéo de Toxin Média. Donc l'animatrice Clémence, bonjour, je suis très heureuse de recevoir Helmut Serz. Bonjour docteur, vous êtes donc ancien toxicologue en chef du groupe Pfizer. Nous allons revenir sur votre parcours. Vous avez travaillé en France pour Pfizer Biotech et vous êtes l'auteur de vaccin La Mafia, édition Marco Pieter. La version française d'un livre déjà publié en allemand que vous avez repris et enrichi avec des éléments franco-français. Il est important que la France sache tout cela.
Professeur Christian Perron, vous êtes médecin infectiologue, ancien chef du service au CHU de Garches, auteur de la préface de Vaccin, la mafia. Une très belle préface d'ailleurs. Peut-être pouvez-vous résumer le contenu du livre et expliquer pourquoi il est fondamental que chacun le lise. Professeur Christian Perron, je ne connaissais pas Helmut, que je salue aujourd'hui. Il m'a écrit il y a quelques mois. Je suis allemand, mais j'ai travaillé en France pour de grands groupes pharmaceutiques, dont Pfizer. Aujourd'hui retraité, j'ai écrit un livre où je relève beaucoup de choses qui n'ont pas été correctes dans le développement du soi-disant vaccin anti-Covid. Il avait déjà écrit son livre en allemand et allait le publier en français et en anglais. Il m'a fait parvenir une traduction Google approximative pour que je puisse le lire, car malgré quelques connaissances en allemand, je n'arrivais pas à lire un livre entier dans cette langue. J'ai été stupéfait par la qualité de son travail et par son engagement sincère. Je dois le saluer. C'est l'une des très rares personnes dans l'industrie pharmaceutique à accepter de révéler des choses. Je relis cette phrase. C'est l'une des très rares personnes dans l'industrie pharmaceutique à accepter de révéler des choses. J'ai des amis en France dans l'industrie qui me disent « Christian, si tu savais, si je pouvais tout balancer, je leur réponds « Pourquoi tu ne le fais pas ?» Parce que j'ai peur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes restent dans le silence, même si elles savent. Bravo à Helmut, j'ai accepté tout de suite et d'un seul jet, j'ai écrit cette préface. Tout ce qu'il raconte est passionnant et fait froid dans le dos. Ils ont violé toutes les règles normales de développement d'un médicament ou d'un vaccin. L'animatrice. Nous y reviendrons, mais avant, Helmut Sters, rappelez-nous votre parcours. Vous précisez dans votre livre qu'au moment où le Covid est arrivé, vous aviez déjà quitté Pfizer pour vous ne travaillez plus avec BioNTech sur cette vaccination. Mais vous connaissiez bien la maison et vous aviez tout pour analyser la situation. Vous avez compris assez tôt que quelque chose clochait, vous avez alerté et vous étiez en France. Je suis vétérinaire, Helmut Sters, donc je suis vétérinaire. J'ai travaillé chez Boehring à Mannheim, puis chez Servier pendant 7 ans. Ensuite, en Suisse, chez Hoffmann, La Roche et enfin chez Pfizer pendant 7 ans. J'ai quitté Pfizer en très bons termes, malgré la fermeture de mon centre de toxicologie à Amboise. Puis je suis parti à la retraite. En 2020, au début de la pandémie, je me suis dit, il joue à un jeu avec nous. On n'a pas pris ce virus très au sérieux d'abord, mais au bout de quelques mois, il est devenu clair qu'on voulait faire la guerre à la population, pas au virus. J'ai commencé à écrire pour mon entourage, ma famille, mes amis, d'anciens collègues. D'abord un papier contre les masques. En 2021, quand le vaccin est apparu sur le marché, j'ai reçu très rapidement des informations concernant le dossier d'AMM, qui veut dire autorisation de mise sur le marché, du vaccin Pfizer BioNTech. J'ai vu que les entreprises n'avaient pratiquement rien fait. Pfizer n'a pas réalisé d'études toxicologiques pour ce vaccin. BioNTech, que je ne connaissais pas, avait fait le strict minimum pour obtenir l'AMM. J'ai immédiatement écrit à mon entourage qu'il était pratiquement impossible de développer un vaccin en quelques mois et que les gens devraient attendre avant de se faire vacciner. Je ne me suis pas fait vacciner. Quelques mois plus tard, un tsunami d'effets secondaires a commencé à apparaître. J'ai intensifié mes écrits, mais personne ne m'a vraiment écouté. Pas même mon épouse qui s'est fait vacciner plusieurs fois. Sur les 8 membres de ma famille vivant en France, moi et une petite fille ne sommes pas vaccinés. Tous les autres le sont, parfois avec des effets secondaires graves. J'ai continué à écrire jusqu'en 2023. J'ai essuyé des commentaires caustiques. Helmut, arrête, les responsables savent ce qu'ils font. Tu mets de l'eau au moulin des antivax. C'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre. Heureusement, j'ai reçu le soutien de personnes éminentes comme Christian Perron. En Allemagne aussi, plusieurs personnes hautement qualifiées ont payé un lourd prix pour leur résistance. L'animatrice. Vous avez été traité d'antivax, de complotiste, d'opposant, d'extrême droite, parce que vous participiez aux manifestations du samedi. Traité d'antivax, quelqu'un qui a travaillé dans le domaine, c'est particulier quand même. Helmut Sters, absolument. J'ai participé aux marches du samedi et j'ai vu que ces gens étaient bien informés, avec des idées claires. Ce n'était pas l'extrême droite. Ils voulaient protester contre la folie vaccinale, contre une maladie qui ressemblait plus à une grippe qu'à une maladie mortelle. Merci ma chérie pour ta confirmation d'information ce soir concernant le taux de létalité.
Pour une pandémie comme Ebola, les études toxicologiques ne sont pas vraiment nécessaires. Si les gens tombent à droite et à gauche, il faut tester rapidement. Mais pour une grippe, on aurait dû appliquer tout le programme de toxicologie, comme pour n'importe quel médicament. Cela n'a pas été fait. L'animatrice. Revenons à la chaîne des responsabilités. D'abord, la responsabilité du laboratoire, Pfizer BioNTech. L'inventeur du vaccin n'est pas spécialiste du sujet. Il travaillait habituellement sur des vaccins à ARN pour le cancer et son laboratoire avait des problèmes financiers. Pouvez-vous nous éclairer? Helmut Sterz. BioNTech essayait de développer des vaccins contre le cancer. Pendant 20 ans, aucun produit issu de cette technologie n'a été mis sur le marché, soit par manque d'efficacité, soit par toxicité. En 2019, BioNTech a reçu 55 millions de dollars à acheter des actions de la société. C'est juste après l'événement Event 201, une réunion de grandes personnalités pour développer une stratégie face à une pandémie X, notamment le coronavirus. C'est pour ça que je me posais des questions au tout début concernant l'antivirus, ma chérie. 3 mois plus tard, la pandémie était là. Le professeur Saïd BioNTech a développé le vaccin en quelques heures ou quelques jours, à partir de la séquence génétique du virus publiée par les Chinois. La technologie est intéressante, mais elle ne fonctionne pas pleinement et a des effets secondaires très importants. On injecte une information sous forme d'ARN-M. L'ARN-M se transforme en protéine spike qui agit comme un antigène. Le système immunitaire se défend, mais la défense n'est pas complète et la protéine spike circule dans tout l'organisme, sans barrière entre le sang et le cerveau, sans protection placentaire. Elle peut induire des maladies graves dans tous les organes. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont victimes des effets secondaires de cette thérapie. L'animatrice BioNTech avait besoin de capitaux frais. Et comme par magie, la fondation G, investit juste avant le développement du vaccin, juste après le plan de l'OMS sur une pandémie. Helmut Sterz, c'est troublant. En effet, avant la phase 1 clinique, une étude de toxicité générale est nécessaire. Celle-ci a été très courte et peu professionnelle. Tout a été raccourci. Une ruée vers l'or pour être le premier sur le marché. Une étude de 2 semaines ne permet pas de juger la toxicité chez l'homme, surtout en cas d'administration prolongée. Or, la protection du vaccin est transitoire, d'où les rappels successifs. Il aurait fallu une étude plus longue. La seule autre étude réalisée par BioNTech a porté sur la toxicologie de la reproduction. La réglementation internationale exige l'utilisation d'une deuxième espèce animale plus proche de l'homme, une règle instaurée après le scandale de Contergan. Malformation grave chez les enfants dans les années 50-60. Alors là, j'en ai pas entendu parler, mais ça montre bien que ce n'est pas d'aujourd'hui tout ça. Cette exigence n'a pas été respectée. L'étude a montré une augmentation des avortements précoces, perte d'embryons avant l'implantation. Les producteurs ont minimisé. Mais dans les pays fortement vaccinés, on observe une diminution significative du nombre de nouveau-nés, une chute brutale, bien plus marquée que la tendance sociologique connue depuis les années 70. L'animatrice, c'est le partenaire junior inexpérimenté BioNTech qui a conduit cette étude commandée par Pfizer. Fait exprès, point d'interrogation. Helmut Sterz, c'est une question légitime. L'animatrice, autre point, entre juillet 2020 et mars 2021, 1223 décès ont été enregistrés pendant l'essai clinique, bien au-dessus du seuil, qui devrait arrêter un développement. Helmut Sterz, normalement, après la mise sur le marché d'une nouvelle molécule, on ne devrait pas avoir plus d'un mort par million d'administrations. Aux États-Unis, pendant les 2 premiers mois, environ 60 millions de personnes ont été vaccinées. On aurait pu accepter 60 morts au maximum, bien qu'on n'accepte jamais un mort. On en a eu 1200. Mais on voulait absolument garder le produit sur le marché. Animatrice, ces données étaient-elles accessibles aux responsables politiques français? À Olivier, 3 petits points. Au corps médical. Helmut Sterz. C'est un document officiel publié par la FDA, Food and Drug Administration, institution américaine chargée de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments. Vers mai 2021, il était accessible.
Je serais très étonné que nos responsables politiques n'aient pas été au courant. Professeur Christian Perron, une Américaine, j'ai oublié son nom, travaillait pour un sous-traitant de Pfizer, chargé du moulinage méthodologique avant publication. Elle a eu le courage de publier dans le British Medical Journal qu'elle avait constaté des malversations graves, des données truquées. Elle a été licenciée et a subi les pires ennuis. Des témoignages mondiaux existent, mais on les traite de complotistes. Dans le livre d'Helmut, j'ai vu que Pfizer avait commencé une étude chez la femme enceinte, alors qu'un nouveau vaccin n'est normalement testé sur la femme enceinte qu'au bout de 10 à 20 ans. Les tests sur souris avaient été bâclés. Et pourtant, on est passé directement à l'humain. Cette étude a tourné à la catastrophe, beaucoup de fausses couches, et n'a jamais été publiée. Helmut Sterz, l'étude a été abandonnée faute de recrutement suffisant, mais les résultats étaient déjà accablants. Les dernières données sont sorties très lentement, jusqu'en 2024, et montraient aussi des malformations. Cela n'a pas empêché Olivier, 3 petits points, de déclarer d'abord qu'on ne vaccinait jamais les femmes enceintes, puis de se faire injecter devant les caméras quelques mois plus tard. Animatrice, je cite la notice du vaccin. Comirnaty, ne doit pas être administré si vous êtes allergique à l'un des composants, sauf qu'on ne sait pas si on est allergique. Si vous avez un système immunitaire affaibli, consultez votre médecin. Or, le vaccin était censé protéger les plus faibles. La série de 2 doses ne peut pas protéger toutes les personnes vaccinées. Et on ne sait pas combien de temps vous serez protégé. Pendant ce temps, on nous vendait une efficacité à 95% et le slogan « Protégez-vous, protégez les autres ». La validation par les instances sanitaires depuis l'accompagnement politique forme ce que vous appelez une mafia. Helmut Sterz, l'industrie pharmaceutique ne peut pas mettre un produit sur le marché seul. Il y a une entente entre les autorités et l'industrie. Mais tout repose sur la situation politique. La déclaration d'état d'urgence a annulé les droits civiques et les réglementations de développement. L'urgence décidait de tout. Exemple, l'Institut Robert Koch, équivalent allemand de l'Institut Pasteur, tenait des réunions hebdomadaires. Le procès-verbal du 27 avril 2020 dit clairement « Nous allons développer très rapidement plusieurs vaccins, mais nous n'étudierons pas la sécurité avant la mise sur le marché. » Une décision claire, on va chez l'homme sans filet de sécurité. Ces procès-verbaux publiés disent aussi « On a fait ce que certains politiciens voulaient même si cela allait à l'encontre de toute évidence scientifique. Les instances scientifiques obéissent donc aux politiques. » Helmut Sterz, pour moi, les politiques étaient eux-mêmes des marionnettes, des leaders de cette mafia. L'animatrice Pyramide finance l'OMS. L'OMS définit ce qu'est une pandémie et les mesures. La fondation G, 3 petits points, et I sont très influentes. Et le PrEP Act, Public Readiness and Emergency Preparedness, loi sur la préparation et la réponse aux situations d'urgence aux États-Unis, suspend toute responsabilité en cas de pandémie. Industriels, gouvernements, médecins ne peuvent pas être poursuivis pour les effets secondaires. Une protection totale. Helmut Sterz, exactement. Les banques centrales, tous ceux qui investissent dans cette industrie soutiennent cette structure. C'est pratiquement impossible à combattre. Professeur Christian Perron, j'ai vu la colonisation de l'OMS par la fondation. 3 petits points. Prenons l'exemple récent du hantavirus. Ce virus existe depuis des décennies. En Europe, il donne des cas bénins. La souche sud-américaine est plus grave, décrite en 1995. Elle n'a jamais provoqué de pandémie. Aujourd'hui, 3 morts sur un bateau et soudain, c'est la maladie du siècle. Le directeur de l'OMS arrive à Tenerife. Des gens en scaphandrier évacuent les malades, alors qu'à côté, les policiers ne portent rien. Les quelques Français sont mis dans un avion de ligne, sans isolement, puis reconfinés à Paris. L'Argentine venait de quitter l'OMS. Cette affaire ressemble à une punition. Par hasard, Moderna développe un vaccin ARN-M contre le hantavirus, avant même cet épisode. Cela pue la manipulation. Le président disait « Ce n'est pas moi, c'est l'OMS. Nouveau confinement, injection obligatoire. »
C'est très inquiétant. Donc le professeur Christian Perron, c'est très inquiétant. J'espère que les peuples échaudés par le Covid verront la supercherie. Voilà, me concernant, c'est dommage, il me restait, si je vais essayer de le lire. Je vais essayer de le lire rapidement. Pour finir, concernant ce sujet d'actualité, je vous lis un texte de l'avocat David Guillon. Je lui fais un gros clin d'œil, un véritable avocat. L'effet cliquet au bénéfice de l'antivirus, quand une liberté perdue ne revient jamais vraiment. Pendant la crise sanitaire, nous avons accepté l'inacceptable. Nous avons accepté de boire un café assis, mais pas debout. Nous avons accepté de marcher sur une plage, mais seulement si cette marche était dynamique. Nous avons accepté de mettre un masque, de l'enlever, de le remettre, selon des règles parfois si absurdes qu'elles semblaient écrites pour tester notre docilité plus que pour protéger notre santé. Et pourtant, beaucoup ont obéi. Par peur, par lassitude, par confiance, par conformisme aussi. Le problème, c'est qu'en droit comme en politique, une liberté restreinte ne retrouve presque jamais son niveau d'origine. C'est ce que j'appelle l'effet cliquet. Une fois qu'un gouvernement a obtenu qu'une population accepte de limiter ses déplacements, ses relations sociales, son travail, son accès aux lieux publics, ou même sa vie familiale, il ne repart jamais totalement de zéro. La prochaine crise arrive toujours avec l'héritage de la précédente. Ce qui paraissait impensable hier devient discutable aujourd'hui. Ce qui paraissait exceptionnel devient administrable. Ce qui paraissait temporaire devient une option disponible dans la boîte à outils du pouvoir. Et c'est précisément là que réside le danger. L'arrivée d'un nouveau virus ne surgit pas dans un vide juridique et politique. Elle arrive dans une société qui a déjà connu le pass sanitaire, les attestations, les interdictions, les injonctions et les injections contradictoires, les contrôles, les suspensions, les exclusions. Alors qui pourra sérieusement s'étonner demain de nouvelles restrictions de liberté? Qui pourra s'indigner avec force après avoir accepté que l'on conditionne une partie de la vie sociale à une autorisation administrative? Qui pourra dire plus jamais? Lorsque tant de citoyens ont déjà répondu « pourquoi pas ». La liberté ne disparaît pas toujours dans un grand fracas. Parfois, elle recule par petites concessions, par fatigue, par prudence, par peur d'être mal vu, par habitude de se soumettre. Et un jour, on découvre que le temporaire a laissé des traces permanentes. Voilà pourquoi il faut défendre les libertés quand cela dérange, pas seulement quand tout le monde est d'accord. Car une liberté que l'on cesse de défendre devient rapidement une faveur que le pouvoir peut retirer. Et une liberté devenue une faveur n'est jamais plus une liberté. Entre dangerosité et létalité réelle du hantavirus et privation de liberté, affaire à suivre. Voilà pour ce soir.